Anna Carr travaille pour la police depuis 3 ans et a déjà vu beaucoup de choses. Bien que la jeune femme ne soit qu'un agent de patrouille, son travail reste difficile car elle doit souvent poursuivre et arrêter des criminels très dangereux. Le père d'Anna était également policier, et la poursuite de la tradition familiale était donc une question d'honneur pour la jeune femme. Hugo Carr était considéré comme l'un des officiers les plus expérimentés du commissariat et sa photo avait une place permanente sur le mur d'honneur. Malheureusement, cela ne l'a pas sauvé de la balle d'un fugitif, qui avait décidé de dévaliser une station-service. La mort de son père a frappé Anna. Elle ne pourra jamais oublier le visage de sa mère baigné de larmes, le cercueil recouvert du drapeau et l'enterrement avec la salve d'armes. Ce jour-là, Anna s'est fait la promesse d'être digne de son père et de toujours faire ce que sa conscience lui disait. Au début, tout le monde s'est moqué de la nouvelle venue, pensant qu'elle n'allait pas faire long feu dans ce travail. Mais Anna a rapidement prouvé qu'elle était une vraie professionnelle et qu'elle était la digne héritière de son père. En patrouillant dans les rues de Bordeaux, Anna protégeait les habitants de la ville contre les activités illégales, les criminels et les vandales. Anna, c'est un travail très dangereux et difficile. Tu dois prendre soin de toi et ne pas oublier le sort qui a frappé ton père. Dit Iris Carr avec de l'inquiétude dans la voix. Anna se contente de hausser les épaules en réponse, disant qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Un jour, Anna a vu un sans-abri qui demandait l'aumône alors qu'elle patrouillait dans le parc de la ville. L'homme portait une vieille veste déchirée et un gant. Ses baskets avaient définitivement connu des jours meilleurs et semblaient pouvoir s'effondrer à tout moment. L'homme se comportait calmement, contrairement à la plupart des sans-abri, n'importunait personne. Au lieu de cela, il se tenait tranquillement debout, avec une boîte en carton dans les mains, dans laquelle chacun pouvait déposer de la monnaie. Anna était curieuse à propos de ce sans-abri inhabituel, elle a donc décidé de l'observer de loin. Elle a été ravie de constater qu'il n'était pas ivre et ne semblait pas avoir d'alcool sur lui. Anna avait déjà fouillé dans sa poche pour en extraire de la monnaie à donner à l'homme. Lorsque 3 jeunes hommes ivres sont apparus au coin de la rue, ils se sont comportés de manière très provocante et Anna les a tout de suite considérés comme des voyous. Voyant le sans-abri effrayé, avec la boîte en carton dans les mains, les hommes se sont résolument dirigés vers lui. L'homme n'a pas remarqué le danger à temps, et il était donc trop tard pour qu'il s'échappe. Les hooligans ont rapidement entouré le malheureux et ont commencé à le malmener. « Prenez ce que vous voulez, mais ne me touchez pas », a supplié l'homme, mais les salauds ne semblaient pas l'entendre. C'est alors qu'Anna est arrivée sur les lieux, ayant déjà appelé des renforts, « Éloignez-vous de lui tout de suite ». Anna a ordonné de sortir l'arme de service. En voyant la femme en uniforme de police devant eux, les brutes ont été prises au dépourvu et se sont lentement éloignés du sans-abri. Aucun d'entre eux ne voulait avoir affaire à la police. Ils se sont donc précipités pour s'enfuir avant que les renforts n'arrivent. Anna n'a pas essayé de le rattraper parce qu'elle était plus intéressée par l'homme sans-abri à ce moment-là. « Comment allez-vous ? Vous allez bien ?» la femme a demandé avec sympathie. « Oui, merci. » « Vous n'avez pas à vous inquiéter, ça n'aurait pas été la première fois. Ces gars ont pris mon argent, ils sont plutôt inoffensifs donc je ne leur en veux pas », l'homme a répondu avec un soupir triste. À ce moment-là, Anna a sorti quelques dollars de sa poche et les a tendus au sans-abri. « Tiens, prends ça. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. » Le visage de l'homme s'est immédiatement éclairé et des larmes ont coulé dans ses yeux. « Merci. Je suis vraiment gênée que ma vie ait pris cette tournure. » Anna a passé quelques minutes de plus à parler aux sans-abri, puis après avoir expliqué la situation aux officiers qui venaient d'arriver, elle est retournée patrouiller dans la ville. Au fond de son âme, la femme ressentait une pitié et une sympathie inexplicables pour le sans-abri. Le fait est que le sans-abri rappelait à Anna son défunt père, la façon dont il parlait et sa voix. Elle ne croyait pas vraiment à la réincarnation des âmes, mais la ressemblance était troublante. Le lendemain, Anna est retournée au parc pour voir le sans-abri et lui donner quelques dollars de plus. Il s'est avéré un peu plus tard que l'homme s'appelait Martin François et qu'il n'avait pas toujours été sans-abri. Il travaillait dans un bureau et était tenu en haute estime par ses supérieurs. Malheureusement, le bonheur de Martin a été de courte durée. L'ennui a frappé à la porte de sa maison, quand on a diagnostiqué un cancer à sa femme.
Martin a fait tout ce qui était en son pouvoir pour soulager ses souffrances et lui procurer le meilleur traitement, mais tout cela a été vain. Margot François est morte 1 an après le diagnostic initial. La mort de Margot a été un coup extrêmement douloureux pour son mari. L'homme était désemparé et ne trouvait tout simplement pas la force d'aller de l'avant en essayant de noyer la douleur de la perte. Martin s'est tourné vers la drogue et l'alcool. Bien sûr, ce style de vie ne pouvait pas bien se terminer. D'abord, Martin a perdu son travail qu'il a tout simplement cessé d'aller à cause de ses addictions. Un peu plus tard, l'homme a perdu sa maison, car elle a été utilisée comme garantie pour le prêt de la banque. Au fil du temps, l'homme a réussi à se débarrasser de sa dépendance, mais malheureusement, il n'a jamais réussi à retrouver sa vie d'avant. Au lieu de travailler dans un bureau, Martin vivait désormais de la collecte de ferrailles et de bouteilles vides. Dans le parc, Martin avait l'habitude de se contenter d'une tasse de café le matin et d'un petit pain l'après-midi. Le dîner n'étant pas au menu de l'homme, il partagea tout cela avec Anna dans un monologue assez long, qui prit quelques minutes à se terminer. Il était clair que l'homme voulait depuis longtemps partager l'histoire de sa vie avec quelqu'un, soulageant ainsi son âme. « Vous avez traversé tellement d'épreuves, monsieur François, je n'aurais jamais cru que cela puisse être aussi grave, » murmura Anna, les larmes aux yeux. « Eh bien, c'est possible, et c'était le bazar. Vous êtes encore très jeune, et vous n'avez pas encore vu grand-chose dans votre vie, » répondit Martin François, avec un soupir de tristesse. Depuis ce jour mémorable, Anna a commencé à voir Martin presque tous les jours. Les collègues d'Anna se sont contentés de rire, laissant clairement entendre que le sans-abri profitait simplement de sa naïveté et de sa compassion. Cela a duré environ 2 semaines, puis Martin François a disparu. De plus, cela s'est produit immédiatement, après qu'Anna lui ait donné une somme d'argent plutôt impressionnante pour qu'il puisse restaurer les documents qu'il avait perdus depuis longtemps. L'homme n'était pas dans le parc ou dans l'endroit abandonné qui lui servait de maison. Alors qu'il faisait humide et froid dehors, Anna a passé des jours à essayer de trouver Martin, mais ses efforts n'ont jamais été couronnés de succès. « Eh bien, qu'est-ce que je t'avais dit, ce mendiant, il t'a trompé, il a eu ton argent, et il s'est enfui, ils sont tous les mêmes, d'abord ils entrent dans la tête de quelqu'un, puis ils commencent à arracher de l'argent à leur victime crédule, qui a probablement déjà dépensé ses gains dans un bar quelque part. » Le chef d'Anna lui a dit d'un ton condescendant. Mais la femme ne voulait désespérément pas croire que le sans-abri ait pu la tromper intentionnellement. Elle ne se souvenait que trop bien de ses yeux pleins de larmes. Et de sa douleur indicible. Bien sûr, tout le monde est différent, mais Anna était sûre à 100% que le sans-abri était honnête avec elle. Cependant, le temps a passé et Martin François était toujours introuvable. À un moment donné, Anna s'est résignée à la possibilité d'avoir été victime d'un escroc. « Au moins, je suis restée fidèle à moi-même », pensa la femme en essayant d'effacer rapidement cet épisode de sa vie. Avec le temps, les blessures émotionnelles d'Anna ont guéri, et elle a pardonné à Martin François de l'avoir trompée. 14 ans ont passé, et la vie d'Anna a beaucoup changé pendant cette période. Blessée en appréhendant un dangereux criminel il y a 5 ans. Anna a dû quitter le service, et commencer une nouvelle vie sans l'insigne de la police patrouillant dans les rues. Et le risque quotidien associé à la profession dangereuse. Sur le conseil de sa mère, la femme a décidé d'obtenir un autre diplôme, et est retournée à l'université. Ayant obtenu avec succès son diplôme en économie, de nombreuses nouvelles opportunités se sont ouvertes à elle. Maintenant, la femme devait trouver un emploi, où ses talents et ses connaissances seraient appréciés. Ce travail lui ouvrirait de nouveaux horizons, et la femme voulait vraiment faire bonne impression sur l'employeur. Mais quand Anna est entrée dans le bureau du directeur, sa surprise n'a pas connu de limite. En fait, c'était Martin François, qui était assis derrière la table couverte de piles de documents et de dossiers, mais il portait maintenant un costume coûteux avec une cravate et de belles lunettes. « Martin, c'est vraiment toi ?» s'exclame Anna. « Oui, c'est vraiment moi. Je suis content de te voir, Anna. Je suis désolée de la façon dont les choses se sont passées, assieds-toi s'il te plaît, je vais t'expliquer. » Tout ce que Martin a dit et a gentiment déplacé la chaise vers la femme. Comme il s'est avéré un peu plus tard, Martin François n'était pas du tout un escroc, et il a dépensé l'argent qu'Anna lui a donné pour restaurer ses documents. Tout de suite après,
Martin a rencontré par hasard son ancien partenaire, qui lui a proposé un emploi dans l'une des succursales de son entreprise située dans une autre ville. Il n'a pas eu le temps de réfléchir, et l'ancien sans-abri a accepté avec joie l'offre de son vieil ami. À ce moment-là, Martin François a sincèrement cru qu'il pouvait changer sa vie. « Je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt, ma vie est devenue si chargée que j'ai dû vivre dans une autre ville pendant plusieurs années et je ne suis revenu à Bordeaux qu'il y a un an », dit Martin en baissant les yeux, embarrassé. Mais Anna n'en voulait pas à Martin, qu'elle avait toujours traité comme son propre père. Maintenant, en regardant les changements dramatiques survenus dans la vie de Martin François, la femme était heureuse d'avoir fait tout ce qu'elle avait pu pour le soutenir lorsqu'il traversait des moments difficiles. Après avoir été embauchée comme cadre supérieur, Anna a été promue chef de service en un temps record. En les regardant, les gens pensent souvent qu'il s'agit d'un père et d'une fille et ne se doutent même pas qu'ils sont simplement des amis, dont l'amitié a survécu aux épreuves de la pauvreté et du temps.